Bonjour à toutes et tous. Je suis Johanna Trovatello, chargée de mission partenariat pour l'ISNAR-IMG et interne de 3e semestre à Dijon. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette boîte à outils intitulée « Du cabinet au monde, les clés d'une pratique éco-responsable » qui nous invite à repenser nos pratiques médicales dans une optique de santé durable. Dans un monde où les enjeux environnementaux influencent de plus en plus notre santé et nos structures de soins, cette session a pour objectif de vous offrir des solutions concrètes et des stratégies applicables pour réduire l'impact écologique de nos activités tout en préservant la qualité des soins. Pour nous éclairer sur ce sujet essentiel, nous avons l'honneur d'accueillir 2 expertes engagées. Le Dr Alice Barra, professionnelle de santé durable et fondatrice du site ECOPS Conseil, qui partagera avec nous les clés d'une pratique éco-responsable et les moyens d'intégrer ces pratiques dans notre activité quotidienne. Et le Dr Adeline Marquet, médecin généraliste, réalisatrice d'une thèse sur le cabinet durable et créatrice du site Doc Durable, dont l'expertise viendra enrichir nos échanges avec une perspective complémentaire. Cette boîte à outils est une opportunité unique pour réfléchir ensemble et découvrir comment, à notre échelle, nous pouvons contribuer à un avenir plus sain pour nos patients et pour notre planète. Préparez-vous à une séance interactive et inspirante où chaque idée pourra se transformer en action. Ensemble, construisons une pratique médicale alignée avec les enjeux environnementaux actuels. Je leur laisse maintenant la parole. Merci Johanna. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation à partager sur ce sujet. Alors je prends la zapette. Moi, je suis le docteur Alice Barra et je ne suis pas médecin, je suis chirurgien dentiste, mais effectivement j'ai un petit peu cheminé pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui. Et donc je vais faire l'introduction de la présentation avec le pourquoi, l'éco-responsabilité en pratique et commencer à parler un petit peu du comment. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt, en revanche j'ai des liens d'intérêt, comme on peut tous et toutes en avoir avec ce sujet-là, je pense. Donc notamment j'ai des liens d'intérêt puisque j'ai effectivement publié le guide du cabinet de santé éco-responsable, mais je reverse tous les droits d'auteur à l'association Santé Environnement France, dont je suis membre bénévole, et je suis aussi bénévole pour le Shift Project, donc qui est un think tank dont je vais vous présenter quelques travaux juste après. Des liens d'intérêt, en fait, c'est pas vraiment un lien d'intérêt, mais je voulais juste vous partager le fait qu'on a créé un diplôme universitaire de santé planétaire et santé durable avec l'école de santé publique de Lyon. Et je fais aussi partie de groupes de travail au niveau institutionnel pour accompagner la transition écologique du système de santé, développer les soins éco-responsables, etc., etc. Donc pour vous dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. L'histoire n'est pas finie, on n'est pas encore au bout de notre cheminement, mais il y a une belle évolution en tout cas. Donc la proposition que je vais vous faire, elle est partielle, partiale et provisoire. Ça n'est qu'une proposition, ça n'est pas une solution et c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir une pratique éco-responsable. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est vraiment une posture de prendre soin plutôt que des cases à cocher. Et j'avais envie de commencer justement avec cette petite remarque de considérer ensemble ce qu'est l'éco-responsabilité, ce qu'est la valeur de l'éco-responsabilité. Donc c'est une valeur humaine. Le principe n'est pas de mettre des éco-gestes les uns après les autres. Son principe, sa posture, c'est vraiment de prendre soin du vivant. Donc avec la racine éco-oikos, donc notre responsabilité par rapport à notre maison commune et à l'ensemble des êtres vivants qui y vivent et qui vont y vivre également. Voilà, donc vraiment une posture presque philosophique en fait par rapport au prendre soin et à la promotion de la santé. Et donc pour commencer, j'avais envie de vous partager donc 5 principes et pistes d'action pour développer cette valeur de l'éco-responsabilité dans nos pratiques, à commencer par reconnaître la démarche comme une démarche de santé. Donc j'aime bien commencer par ce principe-là, ou par cette étape-là en fait, parce que probablement même si vous êtes ici
dans cette salle aujourd'hui, c'est parce que vous êtes sensible à cette démarche. Et peut-être que vous avez déjà rencontré des personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes sensible à cette démarche, puisque c'est anecdotique, c'est une démarche écolo, bobo, bio. Et c'est quoi le rapport en fait avec notre pratique de professionnel de santé? Et bien en fait, c'est juste une démarche de santé. Voilà, donc on est complètement dans notre mission quand on intègre cette approche. Donc pour revenir à qu'est-ce que la santé, qu'est-ce qu'être en bonne santé? Donc on peut avoir une approche négative de la santé avec la gestion des risques, l'absence de maladie, ou alors l'approche positive telle qu'elle est proposée par l'OMS depuis 1946 quand même. Donc la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc on voit que c'est une santé avec une approche systémique, avec une approche intégrée. Et puis, depuis 1986, avec la publication de la Charte d'Ottawa, on a aussi cette notion très importante de santé dans son milieu de vie, donc, de bien-être même dans son milieu de vie. Donc là, je pense que vous voyez où je veux en venir. En fait, c'est de considérer l'ensemble des déterminants de la santé. Donc, dans notre mission de professionnel de santé, pour prendre soin et soigner, intégrer l'ensemble et prendre en compte l'ensemble de ces déterminants. Donc il y a 4 catégories de déterminants, biologiques, comportementaux, environnementaux et médicaux. Donc pour être en bonne santé, il s'agit de considérer et d'avoir accès à des facteurs favorables en termes de patrimoine génétique, d'habitudes individuelles, de comportements individuels au quotidien favorables. Ça va être aussi lié à notre âge. Donc par exemple d'activité physique, d'absence de consommation d'alcool ou de tabac. Je ne sais pas si on voit, c'est assez grand l'écran. Ouais. Ensuite, il va y avoir les facteurs socio-économiques, donc le lien social, avoir accès à une alimentation saine, l'offre de soins aussi, donc qui est un des déterminants de santé, mais qui n'est pas la santé. Et ça, c'est important de le remettre aussi au carré, puisqu'on est quand même dans une approche très biomédicale aujourd'hui. Et la santé n'est pas le soin, c'est important de le poser. Et puis on va avoir la considération des facteurs globaux, donc écosystémiques. Et on voit ici, donc, sur ce diagramme des déterminants de la santé, qu'il y a un lien très très fort, bien sûr, avec le changement climatique, avec l'effondrement de la biodiversité notamment. Donc ça pourrait être favorable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un contexte plutôt défavorable. Et donc déjà, en considérant ce schéma des déterminants de la santé, on va se poser deux questions. Quelles vont être les conséquences de ces changements environnementaux, de ces changements écosystémiques sur la santé humaine? Et puis, quelle est notre contribution aussi à ces changements environnementaux? Donc voilà la double approche que je vous propose. Je pense qu'il y a une autre conférence qui va justement aborder le lien entre impact des changements environnementaux sur la santé. Ici, on va être plutôt dans la considération quelle est notre contribution, et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour la maîtriser. Donc, en fait, il y a eu cette prise de conscience, ou cette reprise de conscience, parce qu'en fait, il y avait déjà les principes hippocratiques, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, de prendre en considération l'environnement dans lequel évoluait le patient pour pouvoir le soigner. Il a fallu quelques années, et donc cette conscience des limites d'une approche biomédicale pour faire évoluer le système de santé vers une approche intégrée de la santé. Donc aujourd'hui, on a plusieurs schémas, plusieurs concepts, plusieurs outils pour avoir cette approche globale et systémique de la santé. Donc il y a cette démarche de santé-environnement, donc qui va être le fait d'intégrer la promotion de la santé environnementale. Donc la santé environnementale, ce n'est pas la santé de l'environnement, c'est vraiment le fait de considérer l'environnement comme un déterminant de santé. Donc on va considérer l'ensemble des déterminants de la santé. Et ensuite, se mettre aussi dans une posture d'action proactive pour tout mettre en œuvre pour avoir des environnements favorables à la santé. Donc on a vraiment ce terme de santé-environnement, environnement-santé, et le petit tiret en fait, qui nous invite vraiment à l'action pour avoir une démarche favorable aux deux. Donc voilà comment on peut le considérer si on reprend notre schéma des déterminants de la santé. La base, c'est la santé du vivant. Il n'y a pas de santé humaine sans santé du vivant et équilibre des écosystèmes. Voilà, donc c'est un peu la révolution, c'est le cas de le dire, dans notre posture.
Et puis, donc, il y a eu d'autres concepts, d'autres démarches qui ont émergé. Donc, toujours pour développer cette posture dans notre pratique de soins, mais aussi dans notre pratique quotidienne, parce que ça ne concerne pas que les services de santé, bien sûr, ça concerne l'ensemble des systèmes d'activité économique, mais bon, c'est même dommage un petit peu de le limiter à système économique, ça concerne notre quotidien, nos activités au quotidien. Donc il y a la démarche de santé planétaire, donc c'est une démarche sociale, sociétale même, donc qui va se baser sur l'évaluation des liens et des conséquences entre les activités humaines, industrielles, et l'équilibre des écosystèmes, donc regarder ce lien entre santé et environnement, pour la faire courte, et en face, quelles actions on va pouvoir mettre en place pour préserver les milieux naturels, préserver aussi la santé humaine. Et à une échelle plus territoriale, il y a la proposition de la santé commune. Donc on voit ici la hiérarchie des 3 santés. Donc la base, c'est la préservation des milieux naturels. Autour de ça, il va y avoir une organisation de la démocratie. Donc on va dire le contrat social qui va s'organiser autour du contrat naturel. Tout ça va concourir bien sûr à la santé publique, à la promotion de la santé individuelle et collective humaine. Et puis il y a un concept qui est développé depuis les années 2000 par l'OMS, qui est celui d'une seule santé. Et donc ça va être le fait de reconnaître qu'il n'y a pas de santé humaine sans santé animale et santé de l'environnement. Donc, quel que soit le concept, la démarche dans laquelle on s'inscrit, en fait, on se rend compte que le terme commun, c'est la santé. Et en fait, ce qui serait idéal, c'est qu'on arrive à n'avoir plus qu'à dire la promotion de la santé pour savoir de quoi on parle, en fait. Et qu'il n'y ait plus cette séparation entre nature et culture, entre la nature, elle est comme ci, l'environnement, il est comme ça, nous, êtres humains, on est encore autrement. En fait, ça n'est fait qu'un. Donc tout ça, c'est très conceptuel. Je vous propose d'aller maintenant rentrer dans une démarche qui sera beaucoup plus pratique et pragmatique, puisque quand on regarde la situation actuelle au niveau environnemental ou au niveau des écosystèmes, il y a le schéma des frontières planétaires qui n'est pas du tout lisible, là, je suis désolée. Donc, ce modèle des limites planétaires a été développé depuis 2009 par des scientifiques et il a permis d'observer, de décrire une zone de sécurité pour que l'humanité puisse se développer. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on le voit avec le radar, puisqu'on est passé de la zone verte à, pour la plupart des frontières, la zone orange, voire rouge. Donc, on a dépassé les frontières planétaires. Aujourd'hui, la Terre est désormais bien au-delà de l'exploitation sûre pour l'humanité. Donc ça, c'est une des phrases d'une publication sur les frontières planétaires que je vous invite à consulter si vous ne connaissez pas ce modèle, parce qu'il est vraiment intéressant pour avoir une approche systémique des enjeux et des problématiques. Donc sur ce modèle, on voit qu'il y a le changement climatique, en haut à gauche. Bon, vous, je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Si, c'est quand même lisible ou pas? Ouais, ça va. Il y a aussi l'effondrement de la biodiversité, enfin de la biosphère, du vivant tout simplement, la perturbation du cycle d'azote et du phosphore et les différentes pollutions, que ce soit les pollutions chimiques ou la pollution de l'air notamment. Je ne vais pas en détail sur ce schéma des frontières planétaires, mais c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et puis c'est important d'avoir en tête effectivement que ça va avoir des conséquences sur la santé humaine. Donc les activités humaines entraînent un dépassement des frontières planétaires, compromettent les conditions de vie et de bien-être de l'humanité. Et aujourd'hui, ça se traduit par des effets directs et indirects liés au changement climatique, par l'augmentation d'antibiorésistance, l'épidémie de maladies chroniques, donc notamment liées à nos modes de vie et aux pollutions, et puis l'émergence de nouvelles maladies infectieuses et également des problèmes de santé mentale. Donc tout ça est lié, et tout ça, si on revient à notre service de santé, on va avoir une augmentation, c'est tout à fait logique, une augmentation de la demande de soins, des risques sur les services de santé, une augmentation des besoins en ressources, et donc on va continuer ce cercle vicieux et cet impact significatif et la pression exercée sur les écosystèmes.
Donc la proposition, grâce à cette démarche de santé-environnement ou d'éco-responsabilité ou de santé planétaire, c'est de répondre à cette double problématique. Donc adopter une double stratégie d'adaptation et d'atténuation. Donc s'adapter, être en capacité d'accueillir, de prendre en soin les nouveaux malades, les nouvelles pathologies, les nouveaux risques. Et puis d'atténuation, donc maîtriser au maximum notre impact sur les milieux naturels. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'installer dans cette posture d'anticipation, d'organisation collective pour soigner et prendre soin. Donc maîtriser l'impact écologique des services de santé, et puis réduire, ce qui va nous amener à réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête, puisqu'il y a vraiment une pression de plus en plus importante et une difficulté à accéder aujourd'hui aux ressources. On a vu notamment les augmentations de tarifs sur l'énergie, mais ça peut être aussi sur tout ce qui va être nouvelles technologies. Donc il faut absolument anticiper, s'organiser pour être dans cette capacité de pérenniser l'offre de soins. Et puis, intégrer cette démarche, c'est aussi l'opportunité donc, de passer à l'action, de combattre l'éco-anxiété que l'on ressent toutes et tous aujourd'hui, et donc, encore une fois, de s'organiser collectivement. Et en fait, en mettant en place cette double stratégie, on va être complètement dans notre mission de professionnels de santé. Ici, ça c'est une des publications qui appelle à agir aux professionnels de santé. Il y en a eu plusieurs, des appels de scientifiques également, vous avez sûrement pu en lire. Donc tout ça est vraiment logique en fait, on ne peut pas passer à côté de cette démarche aujourd'hui, elle fait partie de notre mission. Et on a un double rôle en tant que professionnel de santé qui va être celui d'acteur, donc de tout mettre en place pour maîtriser cet impact et être en capacité d'accueillir, mais aussi ambassadeur, puisqu'on voit que c'est une démarche de santé, c'est tout à fait logique, ça n'est pas hors sujet quand on commence à parler de ça aux patients ou même aux collectivités ou aux autres acteurs que l'on peut rencontrer. Donc double stratégie, adaptation, atténuation, double rôle d'acteur et d'ambassadeur. Et maintenant, comment on passe concrètement à l'action, une fois qu'on a compris qu'on était dans notre mission. Donc je vous propose de repérer les 3 pistes d'action et puis les grands leviers de la démarche. Encore une fois, ça n'est qu'une proposition, voilà, il y a un élément de réflexion. À vous de construire votre démarche et puis de voir, adopter la posture qui vous ressemble. En tout cas, l'objectif, ce sera de prendre soin équitablement dans le respect des frontières planétaires que l'on a vu juste avant. Et pour ça, donc c'est un cheminement, donc ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça c'est aussi important. On voit qu'on est plusieurs aussi dans la démarche, on ne peut pas avancer seul. Et tant mieux quelque part, parce qu'on est mieux ensemble. Et donc les 3 grandes voies d'action, ça va être l'éco-conception des soins. Donc à chaque étape de mon soin, qu'est-ce que je peux mettre en place pour en maîtriser l'impact écologique ? Adeline va nous donner plein de tips juste après. La prévention et la promotion de la santé, donc par exemple l'éducation pour la santé, et puis toutes les mesures de prévention, primaire, secondaire et tertiaire. Donc ça va se jouer au sein de la structure de santé. Et au-delà de la structure de santé, on va avoir aussi l'opportunité de travailler avec l'ensemble de la population, du territoire, pour promouvoir la santé interdisciplinaire, la santé communautaire, réduire les inégalités sociales et environnementales de santé, et voilà, quelle est la problématique spécifique sur le territoire et de répondre ensemble à cette problématique. Et pour cela, c'est nécessaire en fait d'activer différents leviers. Le premier levier, c'est d'accéder à des données probantes, de ne pas partir bille en tête et se dire c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut déjà regarder ce qui est publié, quels sont les ordres de grandeur, par exemple. Ça va être aussi d'accéder à des outils adaptés. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de partager cette boîte à outils, puisqu'on va vous montrer qu'il y a pas mal d'outils qui sont déjà disponibles. Développer la recherche interdisciplinaire, c'est en train de se faire, mais on n'est pas au bout du cheminement, comme je disais, donc à vous de jouer également. Et puis de respecter les recommandations professionnelles, là c'est ce que j'ai mis dans le triangle rouge, ne pas les oublier, bien sûr, c'est le prérequis. Et puis pouvoir s'appuyer sur l'engagement de l'ensemble des parties prenantes. Donc je vous parlais tout à l'heure de la planification écologique du système de santé, donc ça c'est plutôt axé sur l'éco-conception des soins.
d'avoir une évolution des recommandations professionnelles également. Donc ça, c'est la Direction générale de l'offre de soins qui est en train de regarder pour allier qualité des soins et préservation des milieux naturels. Il est grand temps que ça évolue. Et puis l'assurance maladie, là, qui a posé des objectifs pour accompagner les professionnels de santé sur la transition écologique, mais aussi sur la promotion de la santé environnementale. Donc on est dans cette approche systémique, et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà pour les 3 pistes d'action. Et puis, il y a comme je disais, c'est important aussi d'avoir accès à des données sourcées, à des publications, de réfléchir avant d'agir, de prendre le temps de se poser la bonne question pour trouver la bonne réponse, et donc d'avoir accès à des données qui nous permettent d'être plus performants, on va dire. Donc une stratégie adaptée nécessite des données et une feuille de route cadrée. Je vous propose de regarder notamment les chiffres publiés par le Shift Project, donc, qui est un think tank qui s'est donné pour mission de proposer un plan de transformation de l'économie française, donc évaluation carbone des différents secteurs économiques en France, et à partir de cette évaluation carbone, de s'organiser avec différentes mesures pour transformer l'économie française et faire face aux nouveaux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc ce travail a été réalisé également pour le système de santé en France. Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà pu lire ces publications du Shift Project ? 4 ou 5, ok. Merci. Donc le travail qui a été réalisé, c'est l'évaluation de l'ensemble des services de santé, que ce soit les soins primaires, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et le secteur administratif. Et c'était assez intéressant donc, de regarder quels sont les résultats. Donc aujourd'hui, on sait que les services de santé en France représentent près de 8% de l'empreinte carbone nationale. Donc c'est significatif. On prend soin de la santé des Français, mais en même temps, on participe au changement climatique, donc qui est quand même un risque majeur pour le siècle et les siècles à venir et les générations futures. Alors, le chiffre de 8%, il peut paraître important, il n'est pas étonnant malgré tout, puisque les services de santé, c'est 10% en termes d'impact d'échanges économiques, donc c'est assez logique. Mais ce qui est super important aussi d'aller regarder, c'est comment ça se répartit. À votre avis, l'écran s'éteint dans 300 secondes. Bon. À votre avis, non, vous avez l'écran en plein, donc ça va. Quel est le poste le plus impactant dans cette empreinte carbone ? Le poste des déchets, le poste des transports, le poste des produits de santé ou le poste des consommations d'électricité ? Vous étiez sur plutôt le 3, j'ai vu. Eh bien, en effet, c'est bien l'impact des produits de santé qui est le plus significatif. Donc, achat de médicaments et dispositifs médicaux. On voit ici sur ce graphique la répartition. Donc, les 2 éléments au centre représentent 50% de l'empreinte carbone des services de santé en France. Donc, c'est important d'avoir ces chiffres parce que c'est vrai quand on met en place une démarche, souvent la première étape, c'est qu'est-ce que je peux faire des déchets ? Et même souvent, c'est en cabinet de médecine générale, qu'est-ce que je fais du drap d'examen ? En fait, on voit que le drap d'examen, bien sûr, il faut trouver des solutions et on va en proposer quelques-unes. Mais si on s'attaque qu'à la gestion des déchets, c'est les 5%, là, l'avant-dernière barre. Donc, on ne peut pas rester que sur la gestion des déchets pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, qui nous engage à réduire notre impact de moins 80% d'ici 2050 pour être dans l'objectif de 2 degrés. Okay, si on fait ça, en fait, on rate complètement la marche et c'est la cata. Donc, il n'y a pas que les services de santé en France qui doivent s'engager, bien sûr, c'est l'ensemble des services qui doivent participer à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, mais voilà, encore une fois, si on n'a pas les bons chiffres, eh ben, on ne va pas aller dans la bonne direction. Donc, on voit là qu'il y a vraiment un éléphant dans le couloir, c'est l'achat des produits de santé. Donc, grâce à la publication du Shift, il y a eu plusieurs mesures qui sont
en train d'être mises en place, donc une trentaine de mesures. Et ces mesures, elles sont des mesures directes et indirectes. Donc directes, c'est toutes les mesures qu'on va pouvoir mettre en place pour réduire l'impact des soins, donc la gestion des déchets, etc., tout ce qu'on va vous partager juste après, la prescription éco-responsable, bien sûr. Et puis des mesures indirectes qui vont être ces mesures de prévention et de promotion de la santé. Donc tout mettre en œuvre pour baisser la demande de soins, pour être en capacité d'assurer l'offre de soins, puisqu'on est dans un contexte fluctuant, un contexte avec des tensions de plus en plus importantes. Donc c'est important de s'organiser. Donc mesures directes et indirectes. Petit focus pour regarder quel est l'impact des soins primaires. Ici, on voit que ça représente un quart de l'empreinte carbone des services de santé. Voilà. Donc il n'y a pas que les établissements de santé qui doivent intégrer cette démarche. Et sur le graphique de droite, ici, on a enlevé l'impact des achats des produits de santé. Et on voit que le deuxième poste le plus impactant pour les soins primaires, c'est les transports. Donc voilà, deux grandes voies de direction si on veut mettre en place des mesures dans notre structure. Petit focus sur le cabinet de médecine générale grâce à un travail de thèse qui a été publié récemment. Donc ils ont fait l'empreinte carbone de 7 cabinets de médecine générale en Gironde. Donc il y a une différence significative entre l'empreinte carbone d'un cabinet en milieu rural et en milieu urbain, liée au transport, ce qui n'est pas étonnant. Et c'est important de le poser parce que, en fait, milieu rural et milieu urbain, on n'aura pas les mêmes ambitions de décarbonation sur les transports. Il faut bien sûr garder des déplacements en milieu rural. C'est tout à fait logique. Donc ce n'est pas sur ça qu'on va s'attacher. Donc voilà comment ça se répartit hors produits de santé. Donc on voit que c'est vraiment les transports qui ont le plus gros impact, 3/4 de l'empreinte. Et que si on va regarder l'empreinte des consommables, et notamment donc dans les consommables, on va mettre le drap d'examen, c'est Peanuts. Je ne sais même pas si vous le voyez là. Donc il est en haut à gauche. Donc c'est moins de 1% de l'empreinte carbone d'un cabinet hors produits de santé. Donc toutes les mesures qu'on peut mettre en place pour réduire sa consommation sont importantes, mais on ne peut pas s'arrêter à ça encore une fois. Donc on voit ici que c'est le transport des patients qui est le plus significatif. Et quand on remet les produits de santé dans l'empreinte carbone, bah là, comme je disais, c'est vraiment l'éléphant dans le couloir. Donc 83% sont liés à cette empreinte. Donc on voit par où il faut cheminer. Et ce qui est hyper important aussi, c'est de garder en tête qu'il n'y a pas que l'empreinte carbone dans les risques. Il y a aussi à gérer donc, l'empreinte, les impacts qui vont être liés à la pollution de l'air, à l'extraction des matières premières. Donc encore une fois liés au transport, la pollution de l'air, l'ensemble des achats spécifiques ou non spécifiques dont j'ai besoin pour assurer l'offre de soins, la production des déchets. Donc même si ce n'est pas une grosse empreinte carbone, il y a aussi tout ce qui va être impact sanitaire, environnemental, si c'est des déchets incinérés ou des déchets enfouis, la dégradation des sols et la biodiversité, la consommation d'eau et également la pollution de l'eau. Donc là, on va retrouver aussi la pollution chimique qui va être liée à l'usage des produits d'entretien et de désinfection et des produits de santé. Donc en disant ça, on ne dit pas qu'il ne faut pas les utiliser, bien sûr, hein, mais en tout cas, il faut avoir des ordres de grandeur. Donc petit focus sur le risque sur le risque chimique lié au rejet des produits de santé. On sait que tout produit administré en santé humaine ou en santé vétérinaire, médecine humaine et en médecine vétérinaire, est pour la plupart rejeté dans les eaux usées. 70 à 90% de ces produits sont excrétés. Et aujourd'hui, en France, les stations d'épuration ne sont pas équipées pour les traiter. Donc on a vraiment une problématique de pollution des milieux. De plus en plus de publications, donc notamment le rapport de l'Académie nationale de pharmacie qui a bien démontré qu'il y avait un problème, une vraie problématique environnementale et donc, de manière indirecte, sanitaire. Et ne pas oublier aussi cette grosse problématique liée à l'antibiorésistance. Donc c'est vraiment important de ne pas siloter la démarche et d'avoir une démarche systémique et de ne pas se dire on va se focaliser sur la décarbonation des soins. Il faut aussi veiller à l'ensemble des autres risques. Donc l'antibiorésistance, a priori, première cause de mortalité d'ici 2050. Donc la
transition du système de santé doit aussi s'attaquer à ce sujet-là. Je vous propose maintenant donc d'avoir une vision globale de la structure de santé pour ensuite pouvoir intégrer des actions locales adaptées à votre contexte. Donc encore une fois, il n'y a pas de solution, hein, c'est vraiment votre cheminement qu'il faut construire. Alors là, je suis désolée, c'est que tout a l'air de s'être superposé. En tout cas, quand vous êtes dans la structure de santé, le principe est de se dire que tout ce qui rentre et tout ce qui sort de la structure a potentiellement un impact sur les milieux naturels. Et donc, on va pouvoir se fixer des objectifs pour réduire cet impact. Donc, un premier poste sur les consommations d'énergie. Et là, la première étape, ce n'est pas, par exemple, pour les transports, d'opter pour un véhicule électrique. La première étape, ça va être de réfléchir à comment je peux faire moins de kilomètres. Encore une fois, sans aggraver le problème des déserts médicaux, par exemple. Donc, est-ce que c'est possible de faire moins de kilomètres ? Ensuite, pour les besoins essentiels que je dois assurer, est-ce que c'est possible d'avoir une efficacité énergétique ? Donc, pour un même usage, est-ce qu'il y a moins de consommation possible ? Et puis ensuite, le soutien aux énergies renouvelables. Donc ça concerne l'énergie consommée pour le bâtiment. Ça concerne toutes les activités numériques, hyper important, parce on parle beaucoup du virage du numérique en santé, mais c'est un vrai impact écologique. Il faut absolument s'organiser et vérifier ce qui est utile ou futile pour ne pas se retrouver dans une catastrophe écologique et sociale. Et puis lié au transport. Ensuite, l'achat de biens et de services, là c'est pareil, hein, c'est moins, mieux et autrement. Donc, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce bien ? Si j'en ai vraiment besoin, est-ce qu'il y a des alternatives à moindre impact ? Et là, on va pouvoir intégrer toutes les réflexions sur l'usage unique, mais Adeline va nous en parler plus longuement après. La gestion des déchets, c'est la même chose. La première étape, c'est pas de bien recycler. Voilà, l'éco-responsabilité au cabinet, c'est pas le tri des déchets. Ça ne se limite pas à ça, comme je disais en ouverture. Donc, première étape, comment je fais moins de déchets ? Donc là, il y a tout un cheminement aussi, et notamment lié à la démarche d'achat responsable. Et puis, optimiser le geste de tri. Et sur la sobriété chimique, donc repérer les risques et puis réduire, substituer et supprimer tous les risques et les produits que je peux, qui sont superflus, toujours en respectant bien sûr les recommandations professionnelles, on va le voir juste après. Et de manière transversale, il y a aussi donc cette promotion et cette prévention de la santé-environnement, donc qui va être notamment s'appuyer largement sur la prescription et la dispensation éco-responsable. Donc voilà les différents points sur lesquels on va pouvoir se fixer des objectifs et définir ma feuille de route. Donc moi, je n'ai pas la même feuille de route que la vôtre et c'est important donc, de voir quelles sont mes valeurs, quelles sont les opportunités liées à ma structure et quand on travaille en équipe, de se mettre autour de la table pour poser tout ça. Donc ça, c'est une proposition que je fais donc, dans le guide que j'ai publié avec une centaine de propositions d'action, mais encore une fois, le but n'est pas de cocher toutes les cases, mais de cheminer. Et une des premières étapes importantes, c'est de se former en santé-environnement ou en santé planétaire. Voilà, je vais finir là avec la petite abeille et je vais laisser Adeline partager sur son retour d'expérience. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je me présente, Adeline Marquet, je suis médecin généraliste en Ille-et-Vilaine. Vous en avez entendu parler récemment parce qu'il y a eu des inondations, beaucoup. Je suis installée depuis maintenant 4 ans et donc j'ai réalisé ma thèse sur le thème du développement durable en médecine générale. Et ce travail a abouti à la création d'un site internet qui s'appelle Doc Durable. L'idée d'aborder ce sujet m'était venue lors d'un stage. J'étais chez un médecin qui utilisait du papier recyclé un petit peu brun pour rédiger ses ordonnances. Et du coup, je m'étais dit, comme idée de thèse, pourquoi pas regarder ce qu'on peut mettre en place dans les cabinets pour avoir une pratique un peu plus éco-responsable. Donc l'objectif de cette présentation est de vous donner des pistes pour avancer, aussi un petit retour d'expérience. Et comme disait Alice, il n'y a pas une solution, mais de vous présenter ce que nous, on a commencé à mettre en place au cabinet.
je n'ai aucun conflit d'intérêt, si ce n'est que vous allez peut-être retourner voir le site Doc Durable, mais il ne me rapporte pas d'argent. Donc, on abordera d'abord les éco-gestes, donc comment on s'organise au cabinet, donc achat, transport, déchets. Puis on ira plutôt voir comment, dans sa pratique médicale, on intègre l'éco-responsabilité, donc en parlant un peu d'éco-prescription, d'éco-bénéfices. Et je vous donnerai quelques pistes pour aller plus loin. Alors, avant tout, c'est plus facile de s'organiser pour mettre des choses en place. Donc, ça peut être intéressant d'élire un responsable au sein de votre structure. Par exemple, nous, on est un cabinet de 4 médecins. Eh bien, il y a un responsable développement durable, un responsable achat, un responsable ressources humaines. Voilà, ça permet de gagner en efficacité et de mettre en place les mesures progressivement, d'une part pour ne pas se retrouver en surcharge de travail, et d'autre part parce qu'il y a souvent des nouvelles idées qui apparaissent au fur et à mesure. Alors, on va commencer par les achats. Je vous donne des petites idées de ce qu'on a mis en place, nous, au cabinet. Donc, on achète en recyclé, ça consomme 3 fois moins d'eau et d'énergie, et parfois ça permet aussi de commencer à échanger avec les patients. Si vous avez par exemple des ordonnances avec un papier un petit peu plus brun, parfois j'ai des patients qui m'ont dit « Ah tiens docteur, votre papier recyclé, c'est bien, vous faites attention à la planète ». Voilà, ça peut être un temps d'échange aussi avec eux. D'acheter d'occasion. Donc, quand on est dans une structure, il y a toujours la problématique d'avoir des factures pour la comptabilité. Donc, ça nous est arrivé, nous, à plusieurs reprises, d'acheter dans des magasins de reconditionnement qui donc fournissent des factures. On essaie d'acheter des produits d'entretien écolabellisés. Pour ça, vous avez le site de l'ADEME qui répertorie un petit peu les différents écolabels. Sinon, on peut vite se perdre un petit peu. Et enfin, vous allez avoir la chance de vous installer, donc de choisir tout votre matériel et donc de choisir, par exemple, un PSPB mécanique, une table d'examen hydraulique qui sont des achats qui ne consomment pas en fait d'électricité. C'est un exemple. Et d'ailleurs, voici une magnifique photo de mon cabinet où vous voyez la table d'examen. Donc, il y a des sortes de pédales sur lesquelles on pompe pour faire monter ou descendre la table. J'ai mis le petit matériel d'occasion que j'avais acheté et enfin du matériel local puisqu'il s'agit du dessin de ma fille. Voilà, donc pour les achats, donc comme disait Alice, de déjà réfléchir à tout ce qu'on achète, est-ce que j'en ai vraiment besoin au sein du cabinet ? Et aussi, parfois, de décider de mutualiser, donc d'en discuter en équipe. Est-ce que tel ou tel outil, j'en ai besoin individuellement ou est-ce qu'on va pouvoir le partager ? Je prends l'exemple, nous, on a décidé de partager le matériel de cryothérapie. Voilà. Toujours sur le thème de se prêter les choses, on a instauré une sorte de bibliothèque pour les patients. En fait, c'est des livres qu'on a lus qui nous semblaient intéressants à partager en termes d'éducation aux patients. Et donc, on les prête et c'est la secrétaire qui fait la bibliothécaire et qui gère les entrées-sorties. Voilà. Pareil pour diminuer les achats. Donc, c'est le moment où je vais vous parler de la diminution des achats de draps d'examen avec une petite réflexion sur le sujet. Donc, les recommandations en médecine générale, elles datent un petit peu. Donc, au cabinet, on a décidé de faire preuve de bon sens sur le sujet et de pratiquer avec un arbre décisionnel qu'on a en tête. Donc, en gros, pour les nourrissons, la gynéco, les patients amènent une serviette propre. Ils ont un petit message qui leur rappelle la date du rendez-vous sur lequel il leur est demandé de ramener justement une serviette. Voilà. En plus, je trouve ça beaucoup plus pratique que les draps d'examen parce que, je ne sais pas si vous avez vu avec les tout petits, mais globalement, ils prennent le drap, ils le mettent à la bouche. On a peur qu'ils s'étouffent avec le drap d'examen. Enfin, voilà. Donc, la serviette qui sent comme la maison, c'est aussi bien. Par contre, pour l'infectiologie, là en ce moment on a une épidémie de gastro, là je vais refaire appel à un drap d'examen à usage unique ou parfois du nettoyage chimique.
Et pour tout ce qui est réévaluation d'ordonnance ou d'autres examens qui ne nécessitent pas forcément un déshabillage complet, on nettoie avec une microfibre humide. D'ailleurs, sur les draps d'examen, j'en profite sur la phase de déchets parce que de temps en temps, j'ai des remplaçants qui mettent ça dans la poubelle jaune du tri sélectif. C'est pas dans cette poubelle-là. Les draps d'examen, c'est de la ouate de cellulose, donc à la limite, ça peut se composter. D'ailleurs, il y a des cabinets qui ont mis ça en place. Souvent, ils ont mis ça en place grâce à leurs communes qui ont des composts sélectifs et donc des composts communs, pardon, et donc qui viennent reprendre les draps d'examen. Donc, selon la commune dans laquelle vous allez vous installer, vous pouvez demander potentiellement à ce que ce soit fait. Voilà, et je termine par ça, mais au final, c'est peut-être le premier point, c'est important, d'essayer d'améliorer les cycles de vie de tout ce que vous allez acheter, donc d'acheter de qualité, surtout à l'installation. Vous allez être dans un cabinet où il y a des équipements qui vont être très sollicités, comme les chaises, etc., donc de ne pas hésiter à prendre de la qualité. La diapo suivante est pour montrer que chaque petit geste compte lorsque tout le monde se met en action. Et donc, je partage une idée qu'on a mise en place qui consiste à rédiger une seule ordonnance où on a tous les vaccins de la première année de vie avec la vitamine D, du Doliprane. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? En gros, deuxième mois, les vaccins, troisième mois, les vaccins. Et donc, les parents gardent l'ordonnance de la première année de vie de l'enfant. Voilà, si 500 médecins le font pour 100 enfants, ça économise plein de feuilles et donc ça économise en tout 25 arbres et au moins 30 000 litres d'eau. Voilà, donc c'est une petite astuce qui remonte que chaque petit geste, si on le fait tous, ça peut être important. Voilà pour les achats. Très rapidement, je vais parler un petit peu de l'électricité parce qu'il y a des travaux qui montrent qu'il y a quand même une dissociation entre ce qu'on met en place à la maison et ce qu'on met en place au travail. Voilà. Je vous laisse lire dans les astuces qu'on a mis en place. Nous, c'est d'utiliser des prises programmables mécaniques qui font que le lecteur de carte vitale, de carte bleue, l'ordinateur, tout est débranché automatiquement le soir, ce qui fait qu'on gagne de l'électricité sans trop avoir à y penser. Et je vous invite autrement à lire le guide de l'ADEME sur le sujet, éco-responsable au bureau, qui est très bien fait. Donc toujours dans les éco-gestes, je vais parler un petit peu des achats et pour se réveiller un petit peu, on va l'aborder en question. Préambule, le meilleur déchet, c'est celui que je ne produis pas. Donc ça refait appel un petit peu à cette phase de réflexion à chaque fois que j'achète quelque chose et que j'utilise quelque chose. Et donc c'est parti un petit peu pour les questions-réponses. Alors, est-ce que je peux recycler le verre des flacons de vaccins ? Alors, vous pouvez lever la main si vous pensez que oui. Ok. Ou lever la main si vous pensez que non. D'accord. Ok. C'est moitié-moitié. Eh bien, ça ne peut pas se recycler parce que c'est un verre qui contient des éléments différents de celui de nos bouteilles de jus de pomme, par exemple. Et en plus, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que vous enleviez l'aiguille, donc ça génère une manipulation et donc il y a un risque d'accident d'exposition au sang. Donc ça se met dans les dasseries. Alors, est-ce que c'est mieux d'utiliser du matériel à usage unique ou réutilisable ? Alors, la question n'est pas simple. Préambule important sur ce sujet, on ne peut réutiliser que du matériel réutilisable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réutiliser un matériel à usage unique. Pour savoir si c'est le cas ou pas, vous avez un petit logo avec un 2 barré. Et donc, si c'est à usage unique, ça n'a pas été fait pour être réutilisé, donc désinfecté ou stérilisé. Une fois qu'on est avec du matériel réutilisable, l'idée c'est de le désinfecter ou de le stériliser en fonction de son caractère critique ou pas d'un point de vue hygiène. Donc ça, pour vous aider, vous avez le guide de la Société française d'hygiène hospitalière. C'est des guides que vous avez en accès libre sur Internet.
Voilà, et après, il faut essayer de réfléchir au sein de mon cabinet, qu'est-ce que j'utilise beaucoup, est-ce que j'ai vraiment besoin de stériliser? Donc là, je vous fais un petit retour d'expérience. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même peu de matériel qu'on avait besoin de stériliser. Donc on a décidé de ne pas mettre ça en place au cabinet. D'un point de vue financier, c'était trop coûteux, et d'un point de vue écologique, ça ne semblait pas rentable vu le peu dont on avait besoin. Par contre, on utilise la désinfection par immersion, par exemple pour les spéculums auriculaires, du coup, qu'on réutilise. Pour ne pas ajouter à la charge de travail, c'est la secrétaire qui s'en occupe. On lui a fourni un protocole et c'est elle qui gère ça. Voilà. Enfin, question, comment recycler mes papiers confidentiels? Alors, là, c'est une question piège parce que ça dépend des communes. En fait, il y a des communes qui vont vous demander de broyer vous-même les papiers confidentiels et qui vont venir les ramasser pour les recycler ce papier. Et par contre, il y a des communes qui vont directement fournir une poubelle sécurisée et c'est eux qui vont s'occuper d'aller broyer et recycler ce papier. Donc là, je vous ai mis en photo l'exemple dans notre cabinet où vous voyez la poubelle avec... alors c'est peut-être, voilà, la petite clé pour sécuriser et au-dessus, on a mis un mémo de tri pour se souvenir quels sont les papiers concernés. Pareil, la filière des masques chirurgicaux, alors là, on les utilise un petit peu moins, mais on avait mis ça en place au moment du Covid parce qu'on en utilisait vraiment beaucoup. Il y a des filières de recyclage spécifiques. Donc là, il y a plein d'offres sur Internet. Pour le coup, le papier confidentiel, c'est gratuit, mais les masques chirurgicaux, souvent, ce sont des solutions payantes, mais c'est des prix très abordables. Voilà pour le petit retour concernant les déchets. Si vous avez des questions, à la fin, il ne faudra pas hésiter à les poser. Et je vous montre le tableau de consigne des déchets que Alice a fait, qui est vraiment très bien réalisé, qui est accessible sur son site ECOPS Conseil. Donc, il vous récapitule voilà, toute la gestion des déchets au cabinet. Et donc, il y a un point peut-être très important à prendre en compte, c'est sur les dasseries. Donc les dasseries, ils ont un traitement qui est plus énergivore et donc plus polluant que les ordures ménagères classiques, donc c'est-à-dire les déchets assimilables aux ordures ménagères, c'est-à-dire les déchets qu'on a au cabinet et qu'on peut mettre dans la poubelle noire. Donc du coup, l'enjeu, c'est de ne pas surestimer les dasseries. Donc au cabinet, globalement, à part les perforants, enfin les vaccins ou une pince de Podi, tout le reste, ça va dans la poubelle noire. Sauf si vraiment, je parle de déchets mous, vous venez de drainer un abcès et que la compresse est contaminée, mais pour tout ce qui est contamination juste par du sang ou voilà, là, il n'y a pas besoin de le mettre dans les dasseries. Ça représente aussi un bénéfice économique pour votre structure parce que cette collecte-là, elle est payante. Par exemple, si vous ne prenez pas un conteneur de 30 litres en plastique sur une des collectes, c'est 20 € en moins. Donc voilà, ça vous permet aussi économiquement d'être plus rentable. Sur le tableau, on voit aussi la partie médicaments non utilisés ou périmés. Donc ça, en tant que médecin, on peut quand même avoir une action à faire, soit à travers des affiches. Là, je vous ai mis celle qui est accessible sur le site Cyclamed. Sinon, moi, je le note directement sur l'ordonnance, en fait. J'ai un logiciel qui fait que je peux paramétrer l'ordonnance et sur l'ordonnance, c'est écrit de ramener les médicaments non utilisés à la pharmacie. Aujourd'hui, il y a 80% presque de taux de collecte de médicaments non utilisés, donc c'est super, mais on peut continuer encore à progresser un petit peu. Les transports, je vais aller assez vite, donc voilà, marche, vélo, covoiturage. Et
sur la partie plus spécifique à votre travail, c'est d'essayer d'organiser son emploi du temps pour être plus efficace. Notamment, moi, je travaille en milieu, on va dire, semi-rural. Et donc, j'ai rassemblé toutes mes visites sur une demi-journée, ce qui me permet de vraiment optimiser les transports. Ça me gagne beaucoup de temps aussi. Donc, tous les mardis après-midi, je vais à l'EHPAD, foyer logement, et je fais les autres visites. Et donc, voilà, en termes de transport, ça optimise. Parfois, ça nous arrive aussi avec nos collègues de covoiturer, ce qui est un moment agréable aussi. Voilà. Alors, la question de la télémédecine, je vais aller assez vite. Il semblerait quand même que versus une consultation physique, il y a un gain en termes d'émissions qui augmente plus la distance à parcourir pour aller à la consultation est grande. Après, il faut quand même faire attention aux effets à long terme. Est-ce que finalement, il y aura une nouvelle consultation physique au décours? Est-ce qu'il y a plus de prescriptions? Mais dans ma pratique, je trouve ça quand même utile pour certains motifs de consultation. Voilà, refaire le point sur une anomalie de prise de sang qui ne nécessite pas un examen. Donc, à utiliser au cas par cas. Donc là, on a beaucoup parlé éco-gestes et maintenant, on va rentrer plus dans un changement peut-être de pratique médicale. Donc Alice l'a présenté tout à l'heure, concernant les médicaments, c'est 30% des émissions du secteur de la santé, à peu près 70% d'un cabinet de médecine générale, donc c'est vraiment énorme. Et s'il y a une chose à retenir et une chose à faire, je pense, en repartant, c'est vraiment de réfléchir à ces prescriptions. Concernant les pathologies aiguës, alors je ne sais pas si c'est comme ça encore dans vos stages, mais moi je me souviens de stages quand j'étais étudiante où les patients pour une rhinopharyngite repartaient avec une liste de 5 médicaments ou une gastro. Donc là, on est quand même principalement plutôt sur des conseils de réhydratation, de lavage de nez. Pour vous aider, maintenant les logiciels sont quand même bien faits et vous pouvez avoir toute une liste de conseils que vous avez déjà écrits et que vous pouvez remettre sur les ordonnances assez facilement sans devoir tout réécrire. Pour les pathologies chroniques, on est plus sur un enjeu de réévaluation, de déprescription, terme qu'on préfère maintenant que renouvellement d'ordonnance. Donc ça prend des fois un petit peu plus de temps, ça veut dire aussi de se former, mais l'enjeu est important aussi pour la santé des patients. Maintenant, il y a pas mal de supports d'aide. Je vous ai mis là la fiche de la CPM qui est assez nouvelle. Ils sont en train de faire une campagne de sensibilisation sur la sobriété médicamenteuse. Donc, c'est vrai que si vous mettez ça, enfin, nous, on a mis ça dans la salle d'attente, c'est assez aidant. Et focus sur les antibiotiques dont Alice a déjà parlé aussi tout à l'heure, qui reflète vraiment le fait que les prescriptions... Fin du micro. Ah non, ouais. Ça marche toujours, vous m'entendez? Ça montre vraiment que les prescriptions d'aujourd'hui vont avoir un impact sur la santé de demain. Parce qu'aujourd'hui, si je décide de mettre un antibiotique à spectre large sur une rhinopharyngite, eh ben, demain, je ne pourrais pas traiter la pyélonéphrite du nourrisson de 6 mois. Donc, pour ça, je pense que vous connaissez tous le site Antibioclic qui est assez aidant. Et pour vous aider après au quotidien dans votre pratique, il y a des affiches, toujours de la CPM, qui sont bien faites. Donc, je vous ai mis celle-là sur les angines. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on l'avait mis dans la salle d'attente et finalement, je l'ai enlevée, j'en ai mis une autre parce que un jour, j'ai eu une consultation avec une petite de 9 ans qui avait une angine. Donc, je lui fais le TDR qui revient positive, donc angine bactérienne, et elle m'a soutenu qu'elle n'avait pas besoin d'antibiotiques parce qu'elle avait vu dans la salle d'attente que non, ça n'allait pas marcher sur son angine. Voilà, donc j'en ai mis une autre sur les bronchites. Donc on a parlé prescrire moins des antibiotiques et comment prescrire mieux, quels repères on peut avoir. Donc, je vous donne quelques pistes de réflexion par rapport à ça. Donc, il existe un indice, l'indice PBT, ça veut dire persistance, bioaccumulation, toxicité.
d'un médicament dans les organismes aquatiques. Et cet indicateur permet de voir un petit peu, en termes de pollution dans les organismes aquatiques, ce qui est plus ou moins bien. Donc la Suède a fait un résumé en brochure. Je vous ai mis un petit peu la tête que ça a si vous voulez retrouver sur Internet. Donc il est en accès libre sur Internet. Et par exemple, l'ésoméprazole a un indice plus bas que le pantoprazole, donc il pollue potentiellement moins. Donc ça peut orienter un peu vos prescriptions. Après, ce n'est pas une analyse complète du cycle de vie. On ne sait pas combien il aura en termes d'émissions de carbone sur toute sa production, l'impact qu'il aura eu, mais ça vous fait un élément aussi pour prendre vos décisions supplémentaires. Et puis, je parle de veille scientifique, c'est-à-dire de se tenir à jour sur les médicaments. Donc, par exemple, les inhalateurs à poudre sèche sont moins polluants que les aérosols. Il y a certains gels d'AINS qui sont moins polluants que d'autres. Et tout ça, c'est en lisant des revues que vous allez pouvoir vous informer. Alors, je ne dis pas que c'est le seul élément que j'utilise dans mes prescriptions, mais c'est un élément parmi d'autres qui va m'aider à choisir à l'instant T ce que je vais prescrire pour ce patient avec ses antécédents. On peut aussi décider de prescrire autre chose que des médicaments et notamment de prescrire de la nature. Il y a eu une revue systématique avec méta-analyse qui a été publiée dans le Lancet Planetary Health qui montre que les prescriptions de temps passé en contact avec la nature, par exemple dans une forêt ou face à la mer, diminuent la tension artérielle et améliorent les scores de dépression et d'anxiété. Donc, typiquement, hier, j'étais en consultation avec une patiente qui a un syndrome dépressif. Donc, on a fait le point ensemble. Il y avait une indication à mettre en place un traitement antidépresseur, ce qu'on a décidé ensemble d'initier. Et on a aussi parlé de contact avec la nature. Et ça, il ne faut pas hésiter à en parler. Les patients sont très réceptifs à chaque consultation. Et en plus d'en parler, moi, je le rajoute sur l'ordonnance. C'est une prescription comme le traitement antidépresseur que je rajoute dessus. Ça m'est même arrivé des fois, alors là, ce n'était pas de la nature, mais de prescrire de la pétanque, par exemple, sur une ordonnance. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le rajouter aussi par écrit. Donc après, ce n'est pas évident parce que quand vous serez installé, pour avoir un retour, où est-ce que je me situe? Est-ce que je prescris moins, plus que mes collègues? Pour ça, pour vous aider, en fait, vous recevrez un relevé individuel d'activité et de prescription, le RIAP, ça s'appelle. Donc moi, par exemple, sur mon relevé, je me suis rendu compte que effectivement, je prescrivais beaucoup moins de médicaments que le référentiel région, mais que par contre, je prescrivais plus de bilans biologiques. Donc, du coup, ça incite quand même à réfléchir et à se dire « Ah bah mince, je suis au-dessus, comment ça se fait ?» Donc, voilà, j'attends les prochaines années pour voir si je progresse. Pareil, la Sécu, depuis récemment maintenant, vous informe de vos prescriptions d'antibio. Là, j'ai pris une petite photo de mon compte Amélie Pro où vous voyez un petit peu pareil par rapport aux collègues d'où vous en êtes sur les prescriptions. C'est intéressant aussi pour se situer. Et à venir, il y aura un bonus sobriété, c'est-à-dire que les médecins qui prescrivent moins de médicaments toucheront une sorte de bonus financier. Voilà, je trouve ces mesures assez positives. On a parlé médicaments et maintenant on va parler un petit peu éducation et notamment des co-bénéfices. Alors les co-bénéfices, ce sont les conseils que vous pouvez, les actions que vous pouvez donner aux patients qui vont bénéficier à la fois à leur santé et à celle de la planète. Donc là, il y a la fiche du Collège de médecine générale qui est bien faite, qui donne plusieurs exemples. Donc un exemple typique, ça va être limiter les aliments ultra transformés. Un autre exemple qu'il donne, c'est boire l'eau du robinet. Toutes les semaines, les patients ils vont vous solliciter sur des questions ou toutes les semaines, vous pourrez aussi leur donner des conseils. Sur l'eau du robinet, je repense à une consultation d'une charmante octogénaire que j'ai vue il y a quelques semaines
qui me dit « Ah bah docteur, je suis obligée de prendre ma voiture pour mettre tous les packs d'eau toutes les semaines, ça me fait mal à mon épaule, on en a parlé ensemble. Vous croyez vraiment que je suis obligée de boire de l'eau du robinet? Il paraît que c'est meilleur pour la santé. » Bah voilà, là vous avez votre rôle à jouer et vous pouvez intervenir sur ces questions. Dans l'éco-bénéfice, un des plus faciles peut-être à mettre en place, c'est au niveau de l'alimentation. Quand vous allez voir des dyslipidémies, vous allez arriver en première ligne sur les conseils alimentaires, notamment en parlant de la consommation de viande rouge. Il m'arrive en consultation, de manière bienveillante évidemment, et en rigolant de dire bah voilà, si vous diminuez votre consommation de viande rouge, ce sera bon pour votre santé et ça fera du bien aussi à la planète. Pour appuyer vos propos, vous avez l'assiette santé planétaire du Eat Lancet, et sinon il y a aussi le guide Manger Bouger qui est très bien fait, que vous pouvez commander sur le site INPS. Donc voilà, vous avez pas mal d'outils quand même par rapport à ça. Voilà, très rapidement pour aller un petit peu plus loin, vous avez la chance d'être interne, donc d'être des futurs médecins où tout est encore possible. Donc vous pouvez vous installer dans des locaux, faire construire un bâtiment passif. Je pense à une maison de santé à Verne-sur-Sèche qui a été construite comme ça. Le fait de s'installer, je pense que c'est un moment propice à l'instauration d'une nouvelle dynamique au sein d'un cabinet. Et puis c'est une grande valeur ajoutée de pouvoir amener vos nouvelles idées par rapport à ça s'il y a des choses que vous voulez modifier. D'avoir confiance en vous et vos prescriptions. Alors ça c'est pour vous dire, là vous êtes formés, mais quand vous allez récupérer peut-être des patientèles qui ont été habituées à, quand elles ont un nez qui coule, à avoir une antibiothérapie à spectre large à chaque fois, bah, du coup, il faudra quand même avoir confiance en vous et en vos prescriptions. Et peut-être à initier ça dès le début, ce sera plus facile qu'à modifier secondairement. Alice en a parlé aussi, mais continuer à se former de manière à être au plus proche des recommandations. Je voulais juste parler un peu du travail en équipe qui, à mon avis, présente un gros avantage par rapport à l'environnement aussi. Ça permet de regrouper les achats, éventuellement de covoiturer pour les formations. Nous, ça nous permet de trafiquer du matériel au sein de la structure de santé où on est. Par exemple, on a récupéré la table d'examen des infirmiers dont ils n'avaient plus besoin et en échange, on leur redonne les petites aiguilles en rab des vaccins. Ça permet évidemment d'avoir une vision plus globale. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais je pense que vous avez cette notion-là. Et puis, juste pour le plaisir du travailler ensemble. Et justement, on parle d'être dans une optique durable. Et donc, c'est aussi d'être soignant durablement et donc de prendre vraiment soin de vous. Voilà, et c'est loin d'être anecdotique. Notre secret au cabinet que je vous partage, c'est d'aller courir tous les mardis midi dans la forêt qui est juste à côté de chez nous avec les autres professionnels de la structure et ensuite de partager un gâteau. Voilà, je pense que tout y est. Nature, activité physique, cohésion sociale. Je termine sur cette note positive et juste, je vous conseille 2 lectures. Le guide du cabinet de santé éco-responsable. Donc, j'en parle, mais j'en parlais déjà avant que Alice soit là. Donc, qui vous donne plein de pistes pour avancer au sein de votre structure. Et puis, le livre Santé planétaire qui permet de bien faire le lien entre notre santé et celle de la planète. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils et ce retour d'expérience. C'est vraiment riche en fait quand on a ce partage en direct. Je reviens juste quelques minutes pour vous partager la boîte à outils et pas vous la larguer comme ça parce que quand on a un outil en main et qu'on ne nous a pas expliqué comment le prendre, souvent on ne le prend pas. Donc voilà, pour finir les 5 principes et actions, donc surtout de veiller à développer la communication positive, comme le disait Adeline, sur la démarche, progresser ensemble et petits tips pour inviter les confrères, consoeurs qui seraient un petit peu moins sensibles à la démarche, d'activer le levier des co-bénéfices.
dont parlait Adeline. Donc la plupart du temps, ce qu'on va pouvoir mettre en place pour préserver les milieux naturels va être aussi bénéfique à la santé humaine. Donc pourquoi s'en priver? Et ça va nous permettre en fait d'activer le levier qui va interpeller la personne avec laquelle on échange. Donc pour des structures de santé, pour votre futur cabinet, on va pouvoir avoir donc, le bénéfice écologique à travers la démarche qu'on va mettre en place, et de mettre en place par exemple une démarche de sobriété chimique ou une démarche d'achat responsable, ça va être forcément rentable économiquement, puisque le principe c'est moins, pour commencer, donc moins de gaspillage, c'est moins de dépenses inutiles. Ça va être aussi l'image de la structure, la fidélisation de l'équipe, le recrutement aussi. On voit à l'extérieur de la salle que c'est un vrai sujet. En fait, quand on a cette démarche, on va développer les motivations intrinsèques et du coup, on va fédérer l'équipe autour du projet de santé. Donc, des bénéfices aussi pour l'équipe soignante, et ça, c'est pas mineur, comme le disait Adeline. Donc, développer notre qualité de vie au travail, et puis développer un environnement favorable à la santé, qu'elle soit physique, mentale ou sociale, et bien sûr, participer à la promotion de la santé en préservant les milieux naturels. Donc voilà les différents points sur lesquels on peut appuyer quand on a envie d'engager les uns et les autres dans la démarche et accompagner le changement. Et puis c'est aussi, donc, comme je disais, c'est s'organiser face aux nouveaux risques, donc anticiper, être plus autonome, sans être en autarcie, ce n'est pas le projet, mais être plus autonome aussi dans les équipements de protection individuelle, par exemple, etc. Donc la boîte à outils, il y a par exemple ce support que l'on a créé avec l'URPS des médecins Occitanie. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait il y a des petites propositions dans les différentes pièces du cabinet. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de cocher toutes les cases, mais en tout cas ça vous donne des indications plus précises. Et j'aime bien ce support parce qu'il a cette approche systémique. En haut, on voit que les deux piliers de la démarche, c'est l'éco-conception des soins, mais aussi la prévention et la promotion de la santé. Voilà, il n'y a pas que des éco-gestes. Autre outil avec des capsules vidéo, donc 13 capsules de mémoire. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait avec l'URPS des médecins Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pareil, ça peut être intéressant pour partager au sein de l'équipe. Un guide qui a été fait par l'URPS des médecins Grand Est. Donc là, c'est un livret téléchargeable. Des guides aussi qui vont concerner l'activité en établissement de santé ou en spécialité urologie. Et puis deux sites à consulter sur la posture de santé planétaire. Donc l'appel de l'Association internationale des médecins de famille, donc déclaration pour la santé planétaire, et puis la page du Collège de la médecine générale également, qui est hyper fournie en pratique. Donc là, je vous invite à aller les consulter. Quelques outils aussi donc, sur la déprescription. Ça, c'est l'Omédiste Grand Est qui a proposé toute une campagne pour la déprescription, l'accompagnement du professionnel, enfin du prescripteur, du dispensateur, mais aussi du patient. Donc c'est assez intéressant si vous avez besoin d'outils là-dessus. Quand on parle de prescrire mieux, c'est pour une même prescription avoir un moindre impact écologique. Donc là, il y a aussi un livret qui est tout récent, à télécharger par l'Omédiste Normandie, donc qui va nous expliquer par exemple qu'il vaut mieux prescrire un comprimé à 1 gramme que 2 comprimés à 500 mg. Voilà, c'est des petites choses, mais une fois qu'elles sont écrites, elles paraissent encore plus évidentes. Et puis je m'étais amusée avec les différentes publications qui sont accessibles aujourd'hui de faire un tour du cabinet avec des objets, des dispositifs médicaux qu'on utilise classiquement, et de regarder à quel moment ça va être intéressant, d'un point de vue écologique, de passer à du réutilisable par rapport à l'usage unique. Voilà, donc ça, je vous inviterai à aller regarder sur la boîte à outils. Un outil hyper pratique. Quand j'ai vu la publication, j'étais vraiment ravie parce qu'il est vraiment hyper complet. Donc ça, pareil, c'est un petit livre à télécharger qui fait 5 pages sur le Collège de la médecine générale, sur la prescription éco-responsable, qui nous accompagne donc, dans cette démarche de prescrire moins, prescrire mieux, prescrire autrement. Et donc, dans le prescrire autrement, effectivement, il va y avoir des conseils liés à l'alimentation, à l'activité physique ou à la prescription de nature. Et vraiment, le livret est bien fait parce qu'il y a une proposition de prescription, donc on est vraiment accompagné dans cette démarche-là.
Et l'enjeu, le levier de la communication pour accompagner la prescription de nature est hyper important. Alors on n'avait pas testé, parce que ça c'est une petite vidéo que je voulais vous passer justement sur l'importance de la communication quand on veut prescrire autrement, mais je ne sais pas si on peut passer la vidéo. Ouais, on n'a pas testé le son. Mais sinon vous l'aurez dans la boîte à outils et vous pourrez toujours la regarder après. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté? Ça ne va pas le lancer? Alors on passe. Mais je vous invite vraiment à prendre le temps de la regarder parce qu'elle est hyper intéressante. Donc c'est sur le site prescriptiondenature.fr. Prescrire autrement, ça peut être aussi les ordonnances vertes. Donc ça, c'est un programme qui se développe dans plusieurs secteurs, plusieurs territoires aujourd'hui, initié par la ville de Strasbourg. Donc le principe, c'est que le médecin prescrit la livraison d'un panier bio aux femmes enceintes sur les territoires, et puis la participation à 2 ateliers de prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens et ateliers cuisine, ou accompagner le changement sur une moindre exposition aux produits chimiques. Donc développé par la ville de Strasbourg, nous on est aussi en train avec un collectif de le développer dans le secteur de la région lilloise. En Charente, en Nouvelle-Aquitaine, peut-être que vous avez entendu d'autres secteurs où c'est développé. Donc ça permet c'est vraiment une approche de santé planétaire, l'ordonnance verte, puisque ça va accompagner la femme enceinte et le futur bébé pour avoir une moindre exposition aux produits chimiques, mais ça va aussi soutenir l'agriculture biologique et donc développer cette robustesse au niveau territorial et l'accès à une alimentation saine. Donc voilà, une approche systémique intéressante. D'autres initiatives inspirantes que j'avais envie de vous partager, donc notamment dans le cadre de l'exercice coordonné. Il y a de plus en plus de CPTS ou de maisons de santé pluripro qui ont une commission santé-environnement. Et puis, ils réfléchissent ensemble à mettre en place des actions. Donc là, par exemple, la CPTS 21 met en place une collecte collective des DASRI. Donc ça permet de diviser l'impact financier. Ensuite, on va avoir ici la proposition d'ordonnance de ne pas délivrer des médicaments, donc de ne pas dispenser plutôt. Donc l'ordonnance NPD, qui est mise en place à la suite d'un protocole qui est acté avec les 3 acteurs et le patient, bien sûr, donc l'infirmière, le médecin et le pharmacien. Et quand c'est coché ne pas délivrer parce que l'infirmière au domicile a vu que ce n'était pas la peine, eh bien, on sait que c'est tracé et que ça rentre dans le protocole. Donc voilà, de se mettre autour de la table pour mettre en place des protocoles de ce type-là, c'est intéressant. Et puis aussi la CPTS Active Santé à Marseille, qui, elle, est installée dans un quartier très pollué à cause des transports. Eh bien, avec la collectivité, ils ont mis en place un pédibus. Voilà. Et donc, bien-être physique, puisque moindre pollution de l'air, et puis bien-être social pour les enfants qui partent ensemble à pied le matin à l'école. Donc à l'initiative de la CPTS. Donc ça, c'est vraiment des initiatives, on voit que ça va au-delà de la structure de santé et c'est promoteur de santé. Une autre initiative inspirante, c'est la création du centre de santé communautaire et planétaire. Donc il y a vraiment une proposition très complète pour développer l'accès aux soins et puis réduire les inégalités sociales et environnementales de santé. Donc là, pareil, il y a une petite vidéo de présentation que vous trouverez dans la boîte à outils. Je vous invite à prendre les 5 minutes pour regarder la proposition parce qu'elle est assez remarquable et donc inspirante. Autre support, celui encore une fois du Collège de la médecine générale, donc, qui a été notamment co-créé avec le docteur Blanchet-Mazuel, je me permets de lui faire un petit coucou, qui travaille donc beaucoup sur l'alimentation de santé planétaire. Donc pareil, ça c'est un livret, vous voyez, en A4. Et en fait, c'est une approche en co-bénéfice, donc sur l'alimentation de santé planétaire, avec à chaque fois le bénéfice écologique, économique et santé. Écologique, économique et santé, à chaque fois on retrouve cette triptyque-là et ces co-bénéfices. Donc je vous invite à les consulter.
Et après, ça fait beaucoup d'outils. Donc, comment on fait pour transmettre tout ça aux patients? Et moi, je vous propose de commencer ça dans une salle d'attente pédagogique. Donc, il ne s'agit pas d'en mettre partout sur tous les murs, hein. Mais les messages sur lesquels vous êtes à l'aise, auxquels vous avez été formés notamment, c'est vraiment l'occasion d'interpeller et de commencer le dialogue qui va forcément se poursuivre après, pendant la consultation. Donc ça, c'est une belle opportunité. Et puis aussi, partager vos valeurs en prenant le temps d'écrire la charte du cabinet. Voilà. Quelle est ma mission et qu'est-ce qui m'anime? C'est hyper enrichissant de faire ça. Je crois que j'arrive bientôt à la fin de la boîte à outils. Juste quelques tips supplémentaires sur des supports que vous pouvez télécharger gratuitement aussi. Donc là, sur le site de l'association Santé Environnement France. Donc pareil, un support tout simple qu'on peut donner aux patients et qui permet de mettre en évidence que des gestes de santé au quotidien, ils sont simples. Voilà, le premier geste de santé, c'est d'ouvrir la fenêtre. Bon, ça ne coûte rien. Mais si le médecin le dit, si le médecin le prescrit, il y a beaucoup plus de chances que le patient passe à l'action. Donc voilà des supports que vous pourrez consulter, utiliser, également donc d'autres petits livrets très pratiques, encore une fois, en accès libre, donc n'hésitez pas. Juste pour le mot de la fin, comme c'était dit tout à l'heure, effectivement, de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Donc de mettre en place cette démarche, c'est aussi l'occasion de regarder quels sont les risques spécifiques au cabinet, par exemple en termes d'exposition aux produits chimiques. Ici, je me suis amusée, enfin amusée, c'est pas du tout le terme, hein, mais plutôt pris du temps pour regarder quelles sont les sources d'exposition aux perturbateurs endocriniens dans notre pratique de soins. Donc on voit que cette exposition, elle est bien réelle. Et la première étape, même si elle n'est pas sympa, c'est de relever ces sources d'exposition pour ensuite pouvoir les maîtriser, les gérer, etc. Voilà, exemplarité, éco-bénéfice. Donc vous êtes aussi, comme je disais, des ambassadeurs et des ambassadrices. Donc là, la mission, c'est aussi de rayonner cette démarche de santé planétaire. Donc je ne mens pas, je suis bien venue en vélo, parce que je pouvais le faire parce que j'habite à Lille, donc ça, c'est un peu le luxe. Donc quand on peut le faire, c'est aussi de montrer qu'on est dans cette démarche de santé et donc toujours cette approche en co-bénéfice. Et pour finir, ce principe à garder en tête dans nos actions, dans notre quotidien, tout simplement que les milieux naturels, c'est pas un décor, l'environnement n'est pas un décor, on fait partie de la nature, on fait partie de l'environnement, on fait partie du milieu naturel, on fait partie du vivant. Et donc prendre soin du vivant, c'est prendre soin de la santé de chacun, de chacune, des générations futures. Donc voilà le cheminement. Ça, ce sera des propositions d'ouvrages et puis de bibliographie à approfondir si vous le souhaitez. Ne doutez pas de votre pouvoir d'agir. Soyez exemplaires sans être parfaits. On ne parle pas de perfection, on parle d'exemplarité. Et puis, finalement, on a tous et toutes à y gagner. Donc, moi, je vous souhaite une très bonne démarche, une très bonne santé. Et je vous remercie. Et il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas. Merci à toutes les deux pour ces deux interventions. Je vous précise que la boîte à outils sera disponible sur l'application, donc vous pourrez télécharger toutes ces informations. On va passer un petit temps d'échange et de questions. Donc, si jamais, vous pouvez lever la main, un micro viendra vers vous. Bonjour, Laetitia Mouche, je suis médecin généraliste à Nancy. J'ai une question, j'ai le logiciel Doctolib qui permet d'envoyer les ordonnances aux patients de voie dématérialisée. Et je voulais avoir votre avis. Vu qu'on sait que le stockage des informations en ligne, ça pollue aussi, qu'est-ce qui vaut mieux, donner la feuille papier ou le mettre en ligne et pas donner de feuille papier? Je ne sais pas si vous avez un avis. Très bonne question. Alors, on n'a pas des réponses cadrées à toutes les questions, en fait. C'est plutôt de savoir quel est l'objectif. Là, l'objectif, c'est surtout de transmettre l'information au patient, à la patiente, qui va pouvoir l'utiliser quand il en a besoin. Donc, si pour lui, c'est OK d'avoir un outil qu'il pourra télécharger, tant mieux, mais c'est surtout cette première question-là à se poser. Par rapport à l'impact d'une impression par rapport à une donnée stockée, moi, j'ai en tête une étude qui avait été faite sur l'envoi d'un mail avec une pièce jointe.
ça a le même impact carbone que d'envoyer une lettre en France. Voilà. Donc, et en plus, au final, ça reste quand même des micro-gestes. Donc encore une fois, le principal, c'est d'être sûr que ça va être utile pour le patient ou la patiente. Et si on doit imprimer une feuille, bien sûr que ça a un impact. Mais le principal, c'est qu'il soit bien pris en soin, en fait. Voilà. Et l'impact du numérique, il est énorme, mais aujourd'hui, le plus gros poste consommateur de données, c'est les vidéos en ligne, c'est les TikTok, etc. Donc si on a besoin d'imprimer un papier ou de stocker une donnée pour bosser, il ne faut pas se prendre la tête, il faut le faire, et puis voilà. Bonjour, merci pour vos présentations. Je suis Jonathan Laban, je suis collaborateur parlementaire, je ne suis pas du tout médecin ou professionnel de santé. Donc je vais avoir peut-être une question un peu politique, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Tout simplement, en fait, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité budgétaire récemment sur l'agence bio qui avait été momentanément, ce budget avait été momentanément supprimé. Est-ce qu'il n'est pas temps, au vu de vos présentations qui incitent à consommer bio, etc., est-ce qu'il n'est pas temps pour les professionnels de santé de s'engager sur la défense, par exemple, de l'agence bio, publiquement, de se dire qu'en tant que professionnel de santé, je considère que défendre l'agriculture biologique, par exemple, mais sur d'autres sujets, est-ce que les professionnels de santé n'ont pas aussi un rôle politique en tant que défenseurs de la santé, de bien-être général de la population? Alors, la bonne nouvelle, non, c'est difficile de dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a déjà des professionnels de santé qui s'engagent, notamment il y a l'association Alerte pour les médecins contre les pesticides, AMLP, qui a un site internet. Il y a Génération Future aussi, qui compte beaucoup de médecins. Enfin, il y a pas mal d'organisations qui sont engagées sur le sujet. Est-ce qu'il faut dire et avoir une injonction en disant vous devez tous vous engager ? Non, et en même temps, ça rejoint ce que je disais en introduction, c'est quand même notre mission de professionnels de santé, mais à quel moment devenir militant et voilà, c'est un peu la bordure, mais je pense qu'effectivement, c'est de la promotion de la santé, donc oui, c'est dans la mission de santé. Ça me paraît logique, et si on ne veut pas s'engager publiquement, politiquement peut-être, on peut s'engager à l'échelle territoriale, comme je le montrais avec l'ordonnance verte, par exemple, ou en soutien, il y a aussi des maisons de santé qui créent des jardins partagés, etc. On va prendre une dernière question. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis en train de réaliser ma thèse sur les freins à la mise en place des gestes éco-responsables par les médecins généralistes dans la région. Et si je fais ce travail-là, c'est parce que je n'ai pas trouvé d'études antérieures. Je voulais savoir si vous en connaissiez peut-être ailleurs, en France ou plus loin encore, je ne sais pas comment dire. Pouvoir peut-être comparer mes résultats à la littérature. Merci. Donc, une thèse, c'est ça, qu'aurait évalué un petit peu les freins. Il y a la thèse de Jean-Benoît Cheptou à Rennes, je crois. Oui. Voilà, je crois que c'était ça. Après, est-ce qu'il y en a d'autres peut-être? Je pense que tu connais déjà, mais le site Sudoc pour les chercher. Oui. Mais voilà, en tête, j'ai celle-là. Merci. Avant de clore cette session, je tiens à remercier chaleureusement le Dr Alice Barra et le Dr Adeline Marquet pour la richesse de leurs interventions et leur engagement à promouvoir une pratique médicale éco-responsable. Cette boîte à outils nous a offert des perspectives concrètes et inspirantes sur la manière dont nous, professionnels de santé, pouvons jouer un rôle actif face aux enjeux environnementaux. Nous avons découvert qu'en agissant localement dans nos cabinets et nos structures de soins, nous pouvons avoir un impact global en faveur de la santé, de la planète et de nos patients. J'espère que cette présentation a nourri vos réflexions et vous a donné des clés pour agir dès aujourd'hui dans votre pratique quotidienne. Merci à vous toutes et tous pour votre attention et votre participation. Ensemble, nous pouvons bâtir une santé humaine, durable et planétaire. Je vous souhaite une bonne pause et vous donne rendez-vous ici même à 17h30 pour la table ronde sur la santé globale des soignants. Encore merci et très bonne suite de congrès.